débat avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. L'entre-deux tours commenté aujourd'hui par Thibault Langsade, PDG de la société Lumines et ancien vice-président du MEDEF. Nicolas Corato, qui ne devrait pas tarder à arriver, président fondateur du think tank Place de la République. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste, enfant de Sud Radio, parce que vous avez été stagiaire. Oui, en 1981. Voilà. Et Alexandre Malafaille, bonjour, président du think tank Sinopia. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite, comme l'affirme Emmanuel Macron? C'est en tout cas la question que nous vous posons ce matin avec cette tribune à la une du Parisien de sportifs qui appellent à faire barrage au Rassemblement national. On va parler des Républicains, où visiblement c'est la zizanie. Et puis on parlera de santé, la grande oubliée du débat. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule aux uns et aux autres. Commençons avec vous, Alexandre. Coup de gueule? Oui, un coup de gueule contre le candidat président Emmanuel Macron sur le fait qu'il a refusé d'aller chez Cyril Hanouna. Voilà, ouais. Alors que Marine Le Pen était d'accord pour y aller. Je trouve que c'est dommage parce que pour avoir observé plusieurs des débats qu'il a organisés, les fameux face à Baba, c'est des débats qui sont plutôt bien faits, plutôt équilibrés, qui donnent un bon résultat. Et je trouve que, en tout cas, ce que ça renvoie comme message aux Français, je ne dis pas que c'est ça, mais en tout cas, ça laisse penser que le président, là, il risquait de sortir de sa zone de confort, donc quelque part qu'il n'est pas à l'aise, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il est aussi dans le calcul, au sens politicien du terme, peut-être aussi dans une forme de mépris. Et moi, je trouve que c'est dommage parce que le public visé par Cyril Hanouna est un public auquel on ne parle peut-être pas traditionnellement par les médias traditionnels, donc c'est bien. D'ailleurs, le président l'avait bien compris, hein. Je rappelle quand même que c'est lui qui avait fait la séquence la plus invraisemblable avec McFly et Carlito. Et donc, en tout cas, moi j'en tire des enseignements, c'est que je pense que pour les prochaines années, il faudra définir de nouvelles règles pour la gestion des campagnes présidentielles. Je pense que d'abord, il faudra que le président soit obligé d'annoncer sa candidature, comme on a changé de monde suffisamment à l'avance, plusieurs mois, peut-être après le vote de la loi de finances de l'année précédente, pour dire maintenant on a des règles du jeu claires entre les partis les uns et des autres. Et puis peut-être qu'également, on l'avait suggéré avec Jackie Isabello en 2017, on avait fait tout un appel au CSA pour dire on veut 3 débats, sinon rien. Ouais. Et donc effectivement, il faut fixer un cadre de débat où à un moment donné, il y a des moments où on ne peut pas s'esquiver, sans quoi on est dans le calcul permanent et ça laisse une impression désagréable. Oui, enfin, écoutez hier Emmanuel Macron, parce qu'il est quand même à hauteur de baffe, hein, depuis 3 jours, oui. Il s'en prend quand même plein la figure. Il va au contact des Français, donc dire qu'il a peur d'être confronté aux Français, c'est à mon avis pas un bon argument. Écoutez cet aide-soignant qu'il a rencontré hier. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Messieurs, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi, je suis prêt à débattre, vous le voyez. Quelle est la chose sur laquelle vous n'êtes pas Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou, quoi. Ah oui, je suis fou. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi. Voilà. Donc il a eu deux femmes qui étaient face à lui, qui l'ont insulté aussi. Je ne veux pas y passer trop de temps, ouais. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est un vrai débat. Mais il est capable d'aller au contact, il l'a démontré pendant ces 5 années. Mais le sujet, c'est que ça, c'est des petits bouts de phrases qu'on ressort les unes à côté des autres, qu'on écoute comme ça, et on ne retient que ça. Un vrai débat, quand on est par exemple face à Baba ou quand on est sur la 2, etc., pendant 1h30, pendant 2 heures, là, même si vous avez des gens qui sont des adversaires, vous avez le temps de développer un raisonnement et tout le monde écoute la même chose au même moment. Là, on a que les séquences, on a que les trucs qui font florès. C'est dommage. Enfin, il a refusé aussi d'aller sur France 2. Je sais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a raison de refuser d'aller chez Cyril Hanouna? Pascal Jalabert. Pour moi, le second tour, ça doit se résumer à un débat qui doit être retransmis sur toutes les chaînes, toutes les radios, entre les 2 finalistes. Un débat quitte à ce qu'il soit long, développé, argumenté, point par point sur le programme. Je ne pense pas que ça soit la peine de multiplier. Après, je trouve que c'est pas mal que les candidats aillent sur le terrain. Moi, ce qui m'a un peu choqué hier, c'est quand même cette désacralisation dans la façon d'interpeller le président. Oui. Je pense qu'on peut quand même se parler poliment, même si on n'est pas d'accord, sans employer des mots forts. Alors, on peut comprendre la colère, hein, il n'y a pas de problème, mais on le sait, elle n'est jamais bonne conseillère. Et donc, voilà, il faut un débat apaisé. Je pense qu'un bon débat entre les 2 tours, y compris avec un développement parallèle sur les réseaux sociaux, dans le détail des programmes et des arguments, serait plus productif qu'une multiplication d'émissions genre celle d'Hanouna.
Ouais. Je pense que l'émission Face à Baba est une émission de premier tour, pas de deuxième tour. Donc moi, je rejoins la position qui est de dire qu'il va y avoir un grand débat. Je pense qu'on attend tous ce débat parce que on a tous en mémoire celui de 2017 où Marine Le Pen n'avait pas été à la hauteur des enjeux. On a tous quand même constaté que durant cette campagne, elle avait énormément progressé, ou en tout cas, elle avait travaillé, et donc ça promet probablement un débat beaucoup plus structuré qu'une multitude d'interventions qui pourraient, on va dire, déflorer des sujets et manquer de pertinence. Oui, Nicolas. Pour être d'accord avec vous, si Emmanuel Macron avait été chez Face à Baba dans le cas du premier tour. Probablement. Mais tous n'y allaient pas. Anne Hidalgo n'y est pas allée. Enfin, il y a un certain nombre de candidats qui n'y sont pas allés. Je vais être beaucoup moins soviétique qu'Alexandre Malafaille, ça sera une première. Moi, je ne suis pas pour qu'on oblige ou qu'on encadre plus que ça les élus, le débat politique. Après tout, c'est leur liberté, c'est leur responsabilité, ils prennent leurs risques, et Emmanuel Macron a pris le risque, et je pense qu'il l'a assumé, de ne pas débattre avec les autres candidats ni avec les Français jusqu'au soir du premier tour. Et manifestement, depuis dimanche soir, une nouvelle étape s'est ouverte, avec peut-être un peu de panique dans le camp présidentiel et une accélération du mouvement et des déplacements du président de la République, qui comprend qu'effectivement, à 15 jours de l'élection fatidique, il serait temps qu'il aille au contact des Français et qu'il montre qu'il leur parle. Mais ça, c'est sa responsabilité, c'est son risque. Moi, je pense qu'il prend une lourde responsabilité en n'ayant pas fait campagne, qu'il fait prendre un risque majeur au parti en commençant sa campagne 15 jours après le second tour, avant le second tour. Mais c'est le risque qu'il prend et qu'il peut-être nous fait prendre. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas pour qu'on réglemente l'interaction et les interventions des uns et des autres pendant la campagne. Un dernier mot sur Face à Baba. Je pense que ce genre d'émission, mais c'est un avis purement personnel, a contribué largement à la détérioration du débat politique en France, a contribué largement à une forme de désintérêt, notamment de la jeunesse, par rapport à ce que c'est la chose publique, et a contribué largement à la détérioration de l'image des élus. Et donc, moi qui n'y aille pas, je trouve ça plutôt très bien. Bon, vous êtes un peu isolé, Alexandre. C'est vrai, je partage l'avis totalement inverse. Pour avoir regardé l'ensemble de ces séquences sur Face à Baba, je pense que c'est des émissions qui sont très bien faite, qui a une vraie confrontation et qui est souvent beaucoup plus intéressante que les débats stériles qu'on a parfois sur la 2, où on a des journalistes qui sont parti pris, alors que sur Face à Baba, il n'y a pas ce parti pris idéologique qu'on ressent. Cyril Hanouna n'a pas de parti pris idéologique ni politique. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant, c'est l'heure du journal. Les débats avec vous, avec Thibault Langsat qui nous montre des choses rigolotes sur son portable. PDG de Lumines, ancien vice-président du MEDEF, Nicolas Coratov, président fondateur du think tank Place de la République, Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste, et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. On va évidemment parler de ce qui se passe chez les Républicains, également de cet entre-deux tours avec Marine Le Pen qui est rediabolisée. En fait, c'est l'argument principal, si vous avez entendu Emmanuel Macron ce matin, d'Emmanuel Macron, c'est de dire que c'est l'extrême droite. Qu'en pensez-vous? Et puis on parlera de la santé, la grande oubliée quand même de ces débats, alors que c'est le deuxième sujet de préoccupation des Français après le pouvoir d'achat. On va continuer notre tour de table. Il y a aussi une question qu'on a posée à nos deux auditeurs ce matin sur le duo qui est censé interroger lors de ce débat, puisque vous évoquiez les débats, Alexandre Malafaille, donc Gilles Boulot et Léa Salamé, puisque Anne-Sophie Lapix aurait été récusée. Alors, est-ce que ça vous semble normal que les candidats choisissent leurs intervieweurs? Pascal, en théorie, non. C'est un effet anormal. Après, ça s'est toujours passé comme ça. Oui, ça s'est toujours passé comme ça. C'est toujours passé comme ça. C'est une sorte de consensus entre la chaîne de télé et les staffs des candidats. Bon, on peut faire confiance aux intervieweurs pour leur professionnalisme et pour garder les distances qui vont bien et surtout poser les questions qui intéressent les Français. Moi en tant que journaliste, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, avant de préparer mes questions, de réfléchir est-ce que cette question va intéresser mes lecteurs ou mes auditeurs. Donc voilà, moi je leur fais totalement confiance. Alors on a posé la question ce matin, c'est une consultation sur le compte Twitter de Sud Radio. Êtes-vous satisfait du duo Salamé-Boulot pour animer le débat? Non, à 94%. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait, c'est millimétré, on mesure la taille du pupitre, la distance entre les deux candidats, et on ne peut pas dire que sur le casting proposé, on ait des gens qui soient, on va dire, j'ai envie de dire c'est plutôt équilibré. Je pense que la position de Léa Salamé vis-à-vis d'Emmanuel Macron, s'il faut être très direct, on voit à peu près comment elle peut se positionner, Gilles Boulot aussi, donc on a à peu près un casting équilibré, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte, oui.
Non, vous avez l'air dubitatif. Non, mais j'ai rien à dire sur la qualité journalistique du duo, justement parce que je pense que c'est pas à des gens comme nous, ni à des gens des équipes des staffs de choisir les journalistes. Et moi, je trouve ça scandaleux. C'est pas parce qu'on l'a toujours fait qu'on doit toujours le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça montre aussi une forme d'abaissement de la presse par rapport au pouvoir exécutif. Et je trouve que c'est inquiétant. Ça a toujours été le cas. Hein. Oui, ça a toujours été le cas, mais ça a toujours été le cas. Et quand vous regardez la situation de la France et vous la comparez à nos voisins, vous voyez par exemple, juste une seconde, sur les fameuses conférences de presse du président de l'Élysée, du président de la République, qui sont un schéma qu'on revoit à chaque quinquennat malgré tout. Quand vous regardez ce genre de choses avec des journalistes de la presse étrangère, pas très loin, hein, je ne vous dis pas américaine, je vous dis espagnole, allemande, pourquoi pas anglaise. La première chose qui les choque, c'est que lorsque le président de la République arrive dans la salle, toute la presse se lève. Oui. Dans aucun pays occidental, vous ne verrez la même chose. Chez Poutine, oui, il se lève aussi. Oui, c'est ça. Alors là, je pense que vous exagérez un peu. Nous avons une forme de fascination, y compris dans la presse, pour les ordres de la République, pour le pouvoir et pour l'exercice, la pression qu'il exerce sur la masse médiatique, moi, qui m'inquiète et qui m'a toujours inquiété. Et je pense qu'il serait temps, un peu aussi, de profiter de la situation tendue politique qui est la nôtre pour remettre un peu ça à plat également. Moi, je considère qu'une rédaction ne peut pas se voir imposer des journalistes et qu'à la limite, si ces rédactions étaient des vraies rédactions, elles refuseraient le débat. Nous avons une particularité qui est que en France, le chef d'État est le même que celui qui gouverne. C'est-à-dire que dans tous nos pays voisins anglo-saxons, il y a soit un monarque qui ne sert pas grand-chose, soit un président de la République qui est un peu le président du Conseil constitutionnel chez nous. Mais ceux qui gouvernent, les premiers ministres, donc en général, ou les présidents du Conseil, appelons-les comme on veut, ils sont en première ligne à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas au-dessus. Nous, on a les deux rôles qui sont plus ou moins, enfin même plus que moins imbriqués. Non, mais je pense que qu'on le veuille ou non, celui qui vous interviewe a forcément une influence sur vous, c'est normal. L'important, c'est qu'il ait une influence sur le fond et qu'il ne vous mette pas mal à l'aise. C'est la question. Vous prenez après, dans certains cas, il y a des journalistes qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Je pense également que certains comportements de certains journalistes peuvent aussi fixer à un moment donné des lignes rouges. Je pense à Anne-Sophie Lapix, qui clairement, pendant que Marine Le Pen était sur le plateau de France Télévisions avec M. Cohen, était en train de se pouffer de rire derrière et semble-t-il plutôt en tournant en dérision la manière dont Marine Le Pen répondait. Je pense qu'effectivement, moi je serais à la place de Marine Le Pen, j'écoutais, je veux bien qu'on m'interviewe, mais pas les gens qui me détestent ou qui me méprisent. Quoi. Mais vous avez Marine Le Pen qui, on l'a entendu dans le zapping ce matin, qui a expliqué aux journalistes de quotidien qu'elle estimait que c'était une émission de divertissement et qu'elle avait le droit de ne pas les accréditer. Muriel Dutarn est d'accord avec vous quand Alexandre Malafaye, c'est justement en parlant de Cyril Hanouna, un des rares plateaux, pour ne pas dire le seul, où les politiques sont confrontés à de vraies questions et les jeunes suivent justement cette émission et pas les autres. On comprend que Macron se débine, il ne serait pas à son avantage. Il est en tout cas au contact et pas sûr qu'il soit forcément à son avantage quand il est face aux Français, justement. Thibault Langsade, votre coup de cœur? Ah non, on change de sujet. Oui, on change de sujet. Moi j'ai un coup de cœur, permettez-moi d'avoir un coup de cœur un peu en autopromotion, parce que hier le président de la République a vraiment mis en avant le dividende salarié pour un plus juste partage de la valeur, mesure que je porte maintenant depuis plus de 9 mois. Donc je pense que c'est une question centrale du pouvoir d'achat, et une fois de plus, au moment où le pays est pour le moment divisé, il y aura probablement une tension forte après l'élection, que ce soit de gauche ou de droite, quand on regarde le rapport de force. Je pense qu'il y a un axe de réconciliation qui est sur le partage de la valeur, et cette mesure est très forte, très belle, et j'espère qu'elle sera parfaitement bien déclinée dans la loi. Mais est-ce qu'elle est applicable Oui, elle est applicable. Est-ce qu'elle sera appliquée, ou est-ce que c'est une promesse de campagne? Non, c'est plus qu'une promesse de campagne, parce qu'à partir d'abord, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron d'avoir été sur le terrain de la participation, de l'intéressement, en faisant ce qu'il a fait, et ensuite mettre en place le dividende salarié, c'est-à-dire d'étendre ces instruments à toutes les entreprises, faire en sorte que la prime PEPA puisse être multipliée par 3, donner des instruments de flexibilité. Et puis enfin, le dernier point, qui est une règle, je pense, d'équité, qui est que quand une entreprise verse des dividendes, elle doit également verser soit de la participation, soit une prime à ses collaborateurs. Et c'est ça l'équité. Je pense que dans un capitalisme plus juste, on doit tendre vers cela, et je pense que c'est le seul à en parler comme il en parle par rapport aux autres candidats, et en l'occurrence Marine Le Pen est très sèche sur ce sujet-là. Il se trouve que Emmanuel Macron, il faut lui reconnaître ça, c'est un sujet qu'il a mis sur la table en octobre 2017, en expliquant que le modèle
économique et social qu'il proposait n'était pas qu'un modèle sur et la flexibilité et l'assurance chômage et le contrôle. Il avait dit il y a un troisième pilier, c'est le partage de la valeur. Donc ça a mis 5 ans à se faire, mais c'est vrai que le travail qui a été fait, entre autres par Thibault Langsade, est un vrai travail de fond parce que c'est compliqué. Il faut mettre toutes les parties prenantes d'accord. Parce que c'est vraiment un sujet d'une complexité opérationnelle et puis qui n'est pas sans conséquence. Mais ça fait partie des choses qui vont dans le bon sens. Nous, avec Sinopia, on porte une vision qui est plus élargie du partage de la valeur. On pense qu'il faut aller au-delà pour mesurer cette performance du partage de la valeur de l'entreprise avec ses parties prenantes. Mais ça va dans le bon sens. On ne peut que saluer et encourager. Voilà. Un petit mot d'Éric Revel qui nous écoute et qui me rappelle qu'à l'époque de Mitterrand, Anne Sinclair et Christine Ockrent avaient leur mari qui était ministre et qui interrogeait le président. Donc voilà, mais je suis d'accord. Mais moi, ça me gêne moins qu'elle soit choisie par ceux avec qui elle débatte. Voilà, qu'elle couche, qu'elle vive ou qu'elle ait une vie sentimentale, elle reste. Pour ça voudrait dire que les femmes sont pas libres par rapport à la pensée de leur mari. Mais vous voyez ce que je veux dire. Mais je salue d'ailleurs Éric Revel, mais moi je pense qu'une femme journaliste peut tout à fait devenir autonome en pensée de l'homme avec lequel elle vit. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. C'est que quand on parle du choix des journalistes et de la collusion, etc. On aurait pu avoir des hommes journalistes dont la femme est ministre. C'est ça la question. C'est la proximité. Oui. Ce qui était plus gênant, moi ce qui m'avait plus gêné, c'est quand Nicolas Sarkozy avait dit c'est le chef de l'État qui va nommer le patron du service public de l'audiovisuel. Ça, c'était quand même un retour à la case au RTF. Ouais. Pascal Jalabert, coup de gueule. Alors, coup de gueule donc contre des pratiques qui ont eu lieu à Polytechnique, qui est quand même une école emblématique de la République. Alors, pas contre l'institution elle-même, parce que justement, elle a fait l'effort de demander aux étudiantes si elles avaient été victimes d'agressions sexuelles, de gestes déplacés. Eh bien, 1 sur 4 a témoigné en être victime, 174 par des atteintes directes, 10 par des viols ou tentatives de viol. Donc c'est d'une gravité extrême. Ça se passe souvent lors de ce qu'on appelle les fameuses semaines d'intégration qui en théorie sont interdites mais la loi royale n'est jamais appliquée, ou dans les soirées étudiantes. Donc là, c'est bien que l'école ait envoyé ce questionnaire son directeur, M. Boucher, il a très bien fait, mais évidemment ça porte que sur les 5 dernières années. On peut imaginer que ça existait déjà avant. Ce sont des pratiques complètement intolérables auxquelles toutes les institutions scolaires, universitaires doivent mettre fin, surtout que quand on est une école aussi prestigieuse que Polytechnique, d'où on doit quand même sortir des personnes appelées à gérer des grandes entreprises, à gérer des grandes administrations et être un exemple pour l'ensemble de la jeunesse et pour tout le monde. Donc c'est assez incroyable. Je n'avais pas vu passer du tout cette information. C'est totalement scandaleux, c'est incroyable. Donc bon, tant mieux si l'école fait le ménage là-dedans, mais quant à la loi royale, on ne peut pas toujours être d'accord avec ces lois royales, mais là c'est une loi qui, à mon avis, était nécessaire. Malheureusement, elle n'a pas été appliquée. Non, comme celle sur le bizutage, c'est celle-là. C'est le bizutage de 2000, je crois, et qui n'est jamais appliquée. Et bon, alors, beaucoup d'institutions ont mis la poussière sous le tapis, par rapport à leur réputation. Oh là là, on va essayer de régler ça en famille, ne portez pas plainte. Donc du coup, ça incite les auteurs potentiels à continuer ces pratiques et ça bloque la parole des victimes présumées. Oui, ça vous étonne, Thibault Langsade, vous connaissez un peu ces grandes écoles. Oui, mais de l'autre côté, c'est le reflet de la société, donc ça se passe dans toutes les écoles. On pensait que ça s'était arrangé quand même, qu'il y avait une prise de conscience depuis... Je ne connais pas le fond de l'histoire. En revanche, c'est extrêmement bien que Polytechnique ait réagi ainsi, parce que, évidemment, on en parle. Maintenant, les autres écoles vont être amenées à repenser, à regarder si cette loi a été oubliée ou négligée. Et donc, oui, c'est malheureux que ça puisse continuer, malgré les dispositifs législatifs. Dans cette histoire, comme dans plein d'autres similaires, on revient toujours sur la même question, notamment pour les agressions sexuelles et les viols, qui est pourquoi ces jeunes femmes n'ont pas saisi la justice et n'ont pas porté plainte. Il y a un sujet, alors c'est un sujet sur lequel on tourne en rond depuis longtemps, qui concerne l'organisation judiciaire, qui concerne l'organisation des enquêtes de police, qui concerne la formation des policiers et des magistrats. Il faut quand même se poser la question, pourquoi est-ce qu'on découvre autant de femmes, et d'hommes d'ailleurs, victimes d'agressions sexuelles, et pourquoi à chaque fois il n'y a pas
la saisine de l'institution judiciaire, la saisine de la police, comme la loi leur permet. Ça pose une vraie question de société. Oui. Parce qu'il faut assumer ce que ça veut dire sur l'impact social, familial, et ça c'est malheureusement extrêmement compliqué. Et il y a une omerta sur ces sujets qui est terrifiante. Mais quand ça se passe dans une famille, si tout d'un coup une maman ou un enfant dit les choses, ça fait voler en éclats la cellule familiale, ça casse toutes les relations de voisinage. C'est d'une lourdeur extraordinaire et ça explique malheureusement souvent ce silence qui est insupportable. Et c'est souvent vrai également dans le monde du travail, parce que tout d'un coup ça remet en cause des carrières, des trajectoires, et c'est très compliqué d'assumer ça. Mais en même temps, c'est toute la complexité du système judiciaire. J'ai raconté cette histoire la semaine dernière d'une jeune femme afghane réfugiée qui est tabassée, pratiquement étouffée par son compagnon avec un oreiller. Une de mes amies l'a aidée à porter plainte au commissariat. Une semaine après, le mec revient dans l'endroit où elle avait été isolée parce qu'il l'a retrouvée. On rappelle le commissariat qui répond j'ai pas eu le temps de transmettre la plainte au lieu d'origine, au lieu d'habitation du conjoint. Enfin, c'est invraisemblable. Elle est en danger de mort, cette femme. Et voilà, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Il y a eu plein de choses, mais ça fonctionne pas. Et porter plainte aujourd'hui, c'est très très difficile pour des femmes. En tout cas, merci de ce coup de gueule et de cette coup de projecteur sur ce qui se passe à l'école polytechnique. On se retrouve dans un instant avec le coup de gueule de Nicolas Corato. Qui est un sujet important qu'il faut évoquer également. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio avec Thibault Langsade, Nicolas Corato, Pascal Jalabert, Alexandre Malafaille. On va revenir sur ce qui se passe chez les Républicains, sur la façon dont on combat Marine Le Pen en l'accusant d'être d'extrême droite, avec cette tribune aujourd'hui de plusieurs sportifs à la une du Parisien. Et Nicolas Corato voulait revenir sur un sujet très intéressant qu'on a rapidement évoqué hier, sur la fracture générationnelle de cette élection lors du premier tour. Oui, parce qu'on a beaucoup commenté les résultats du premier tour, sur la fracture territoriale, la fracture sociale, certains de la fracture identitaire. Et on a passé un peu sous silence la question de la fracture générationnelle, qui est quand même très prégnante dans les résultats. Alors, je vais être un peu caricatural volontairement pour être rapide. En gros, on a quand même, et c'est plutôt une bonne nouvelle à mon sens, beaucoup de jeunes qui ont majoritairement voté pour Mélenchon au premier tour. Je rappelle que les 18-25 ans jusqu'à présent votaient plutôt majoritairement pour l'extrême droite au dernier scrutin, donc il y a eu un basculement. Mais ce qui me marque, moi, c'est surtout l'opposition finalement entre deux blocs, des jeunes qui votent plutôt pour l'écologie politique, l'écologie sociale et politique, et puis des personnes plus âgées, retraitées pour tout dire, qui votent plutôt pour le camp du statu quo et le camp de Macron. Bon, chacun fait ce qu'il veut avec son vote, c'est pas le sujet. Mais ça fait apparaître quand même une vraie fracture générationnelle, et ce qui est intéressant, c'est de lire les études qualitatives que font les instituts de sondage depuis dimanche soir. Alors, une étude qualitative, c'est vous réunissez un focus group assez représentatif, par exemple de la population jeune en France, et vous les faites parler sur la situation politique, les élections, le débat. Moi, j'ai repris quelques phrases qui sortent. Alors, ce ne sont pas des phrases, ça ne veut pas dire que tous les jeunes pensent la même chose. Mais en gros, moi, une phrase m'a beaucoup marqué parce qu'elle revient de manière différente chez plusieurs jeunes. Mais ça dit, en gros, on nous a enfermés pendant 2 ans pour sauver les vieux, nous les jeunes. Vous nous avez confinés, alors que nous, on allait bien, on courait pas beaucoup de risques. Et aujourd'hui, les vieux votent contre nous. Ils votent contre l'écologie. En tout cas, ils votent pas pour. Ils votent pour qu'on travaille plus longtemps pour la retraite à 65 ans. Ils votent pour détruire notre régime de protection sociale, le régime dont ils ont bénéficié. Et d'une certaine manière, ils votent même pour aller jusqu'à détruire le système de protection de santé ou le système de l'hôpital. On revient à la discussion entre l'aide-soignant et le président de la République hier. Bref, on prend ces éléments comme on veut les prendre. Mais je trouve intéressant et dommage que cette histoire de la fracture générationnelle soit pas plus au centre du débat politique. Oui, je l'ai dit souvent ici, mais les étudiants ont été les laissés pour compte de la gestion de la crise Covid. Je pense qu'il y avait une zone d'ombre, un point mort dans la gestion publique de la population étudiante. La jeunesse, finalement, sort de ces 2 ans avec une vision du monde adulte, une vision même du monde des retraités, de la génération ou des générations précédentes, que je trouve inquiétante pour l'unicité du corps social. Et je pense qu'il serait urgent que tous les corps intermédiaires, pas simplement les élus, on a ici des représentants de syndicats patronaux, on pourrait parler aux syndicats salariés, se penchent véritablement sur cette question. Comment on refait société et comment on raccroche une partie de la jeunesse qui, à mon avis, a une vision excessivement
qui met en cause la culpabilité des adultes et des générations précédentes. C'est un vrai sujet qu'on a vu arriver avec cette Covid, élection. C'est un petit peu simpliste et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord. Oui, bien sûr. Non, mais le Covid, c'était aussi protéger tout le monde. Oui, c'était aussi arrêter l'épidémie. C'était pas protéger que les vieux. Je suis le premier à être d'accord là-dessus. Je dis juste que ce qui m'intéresse, c'est le ressenti et la manière dont ils s'expriment. C'est cette idée de manière très égoïste, d'une certaine manière, les jeunes voient leur situation depuis 2 ans, ils regardent un peu la France, regardent les générations passées, ils considèrent que finalement il n'y a pas de solidarité entre générations. Voilà. Mais les communautés elles sont peut-être ailleurs aussi. Moi je vais superposer ça avec le vote sociologique parce que ça fonctionne ensemble. En gros, la France qui a voté pour Emmanuel Macron, c'est celle qui va bien. Et on trouvera toujours des contre-exemples, mais les retraités français vont bien. Le patrimoine, il est majoritairement chez les retraités. Faire bondir certains de nos auditeurs. Oui, ça fait rebondir. Il y a des petites retraites, il y a des gens qui vivent avec pas grand-chose. Oui, mais en effet, il y en a, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Les retraités qui ont entre 65 et 75 ans, notamment, vivent très bien. Globalement, évidemment, on va toujours trouver des exceptions. Ensuite, il y a la France qui va beaucoup moins bien, qui est dans les bassins industriels, les vieux bassins industriels en déshérence, qui est dans les territoires ruraux en souffrance. Et là, on retrouve des gens qui ont entre 35 et 60 ans, qui ont subi les fermetures d'entreprises industrielles dans ces bassins où l'on vivait beaucoup autour d'une usine, qui ont dû abandonner leurs terres. Donc cette France-là, qui se situe dans le nord, dans l'est, qui est d'âge intermédiaire, la génération qu'on appelle X, née dans les années 70 et début 80, a plutôt voté Marine Le Pen. Et les jeunes, 70%, d'après les enquêtes post-électorales, ont choisi de voter en fonction du critère environnement. Je dirais que c'est la génération qui est inquiète pour son avenir, parce qu'elle voit la planète qui brûle, parce qu'elle voit un monde du travail dans lequel elle ne se reconnaît pas forcément aujourd'hui. Donc voilà, pour schématiser, la France qui va bien a voté Macron, la France qui va mal a voté Le Pen, et la France qui s'inquiète du lendemain a voté Mélenchon. C'est un peu ça. Et ça recoupe les générations, les territoires et les classes sociales. Donc on a un vote à la fois de classes, de générations, de territoires, et les trois se recoupent. Oui, et la grande difficulté à laquelle on va être confronté à partir du 25 avril, c'est que ces deux populations que vous décrivez très bien, elles sont ultra majoritaires dans le pays. Et donc pour arriver à faire société, à faire projet, comme ça a été dit par Nicolas, sachant qu'en effet la crise sanitaire a rajouté une couche de fracture en plus, parce que certes il fallait gérer la crise, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont mal vécu. Les jeunes ont été, comme je suis assez d'accord avec ça, oubliés. Il ne faut pas perdre de vue comment les étudiants ont été obligés de faire la queue pour aller se ravitailler, etc. Il y a des images qui étaient assez choquantes, avec beaucoup de retard à l'allumage sur la prise en charge de cette jeunesse. Et tout ça laisse forcément des souvenirs qui sont profonds. Tout l'enjeu du prochain quinquennat, ça veut dire comment on fait. Après, le quoi faire, il est à peu près sur la table, mais comment on va le faire. Et avec qui, avec quel support politique. Thibault, Langsad, mais la jeunesse, elle est parfois excessive, c'est la jeunesse, mais elle est pleine de bon sens et pleine de vitalité. Je vous trouve un peu excessif sur la partie Covid. Tous les pays se sont confinés, il n'y a plus personne dans les rues, et ça a été dur pour tout le monde. Et peut-être plus spécifiquement pour une partie de la jeunesse. Sur le deuxième point, c'est exacerbé par le débat des retraites. Voilà, le système par répartition, je peux comprendre que les gens qui sont à la retraite, ils ont envie que ça perdure. Et donc, les jeunes qui n'ont jamais cru au dispositif de retraite, parce qu'ils ont toujours cru, ils ont toujours su qu'il fallait qu'ils travaillent davantage, on devient sur ce point de réalité. Mais là où je vous rejoins pleinement, c'est qu'il va falloir réconcilier le pays, et la réconciliation, elle est évidemment sociale, sociétale, économique, environnementale, et aujourd'hui le pays est pleinement divisé, et elle était pas une expression pleine de bon sens de la jeunesse sur ces sujets-là, pleine de bon sens, mais qui vient, on va dire, percuter de plein fouet, on va dire, les réalités économiques, environnementales. Le jeune est bourré d'idéal, et c'est ce qui en fait sa vitalité. Mais face à un pragmatisme, il y a une réalité économique, sociale, environnementale, qui fait qu'il va falloir trouver également des zones de compromis si on veut diriger le pays. Oui, ce qui revient beaucoup dans ces verbatims, j'en reprends un de tête, de mémoire, c'est le rapport du GIEC nous dit qu'il nous reste 3 ans pour agir sur l'environnement. Et où sont les programmes des 2 candidats au second tour pour agir dans les 3 ans sur l'environnement? Regardez le score de Yannick Jadot. C'est pas qu'idéal, le rapport du GIEC, c'est pas un brûlot utopiste. Absolument, il a été plus... Mais c'est une responsabilité que nous avons tous.
Voilà, il est un peu là. Et Jadot, je crois qu'il peut dire c'est quand même la faute à Rousseau, parce que si au lieu de parler de punir les hommes qui partagent pas les tâches et l'écriture inclusive, elle avait laissé Jadot développer sur le climat, le score aurait peut-être été ce qui n'a pas été. Accessoirement, mais le bilan carbone de la guerre en Ukraine est absolument terrifiant. C'est pas qu'un détail. Et les conséquences de la guerre en Ukraine sur nos modes de vie et surtout la façon dont on va devoir s'adapter pour faire se réorganiser va pas être non plus très facile à appréhender avec la conjonction de la prise en compte de l'enjeu climatique à court terme. Les débats sont encore plus aigus qu'ils l'étaient avant. Remarque d'Éric Revel qui participe à distance. Les jeunes votent moins. L'appartenance à des communautés sur les réseaux sociaux se substitue à l'appartenance à la communauté nationale et c'est irréversible. Ça c'est. Oui, ça c'est salaud de jeunes, on connaît. Oui. Non, c'est pas les salauds de jeunes. Non, c'est pas une réalité. D'ailleurs, les jeunes ont plutôt plus voté à cette élection qu'aux précédentes. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent aussi se mobiliser. Oui, allez, on se retrouve dans un instant. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Et puis une question aussi. Emmanuel Macron est en train de draguer draguer, j'aime pas le mot, mais en tout cas d'essayer de récupérer l'électorat musulman de Jean-Luc Mélenchon. Une séquence qu'on voit à l'instant d'Emmanuel Macron saluant une femme voilée, lui disant « Je vous félicite, vous êtes voilée et féministe ». Ça va être compliqué. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite, comme l'affirme Emmanuel Macron? Il était invité ce matin dans l'émission Les 4 vérités. Et c'est un petit peu ce qui est en train d'être l'argument des différents... ce qui fait partie des éléments de langage de La République En Marche et du candidat Macron. C'est de dire que Marine Le Pen est d'extrême droite. On voit cette tribune qui a été signée ce matin par des sportifs. On a également le journal Le Monde qui a publié une tribune pour faire barrage à Marine Le Pen sur le mode de l'extrême droite est à nos portes. Alors est-ce qu'elle est d'extrême droite? Si elle est d'extrême droite, est-ce qu'on interdit ce parti? Question. Oui, elle est d'extrême droite, ça, il n'y a pas de doute. Mais j'ai posé la question ce matin au spécialiste de l'extrême droite qui est Christophe Bourseillet. Il dit non, elle ne correspond pas. Elle est populiste, mais elle n'est pas d'extrême droite. Il faut distinguer. Elle est d'extrême droite, mais elle est dans la légalité d'un parti démocratique qui revendique les valeurs que revendique Viktor Orban en Hongrie, populisme, enfermement, que revendique Donald Trump et quelque part Vladimir Poutine, même si elle s'en est détachée. Donc oui, c'est un parti d'extrême droite, mais qui fait partie de la vie démocratique. Et d'ailleurs, il vaut mieux que... moi, je distingue l'extrême droite de l'ultra-droite. Donc voilà, elle est d'extrême droite, elle a un programme d'extrême droite. Qu'est-ce qui est d'extrême droite dans son... la fermeture des frontières, le repli économique également. Voilà, ce sont des idées d'extrême droite. L'exclusion de l'autre, la préférence nationale, tout ça, ce sont des idées d'extrême droite. Encore une fois, qu'on peut mettre sur la table parce que ce n'est pas illégal. Donc voilà. Ensuite, deuxième point, est-ce que le fait de dire qu'elle est d'extrême droite, ça porte sur les électeurs? C'est une autre question. C'est quel est le poids de mon point de vue, ça a un impact sur deux catégories de population, sur les personnes âgées. Parce que le mot extrême droite a encore une signification pour ces catégories d'âge. Ça renvoie quand même à l'OAS pendant la guerre d'Algérie, ça renvoie à toute cette mouvance qui, dans les années 60 et 70, était quand même assez violente. Donc ça a un impact sur les personnes âgées, et ça peut aussi avoir un impact sur les populations d'origine immigrée, y compris de plusieurs générations. Moi, je me souviens que quand il y avait une mobilisation, c'était pour un scrutin régional. À l'époque, c'était au moment où Jacques Blanc, en Languedoc-Roussillon, avait fait alliance avec l'extrême droite. Eh bien, c'était beaucoup mobilisé les communautés d'origine portugaise, espagnole, italienne, qui peuplaient cette région. Donc, je pense que sur l'électorat d'origine immigrée, que ce soit européenne ou des pays du Maghreb, ça peut avoir une influence. Mais c'est une extrême droite qui a sa place dans le champ politique. Oui. Moi, je crois que Marine Le Pen fait, finalement, parce qu'elle a beaucoup évolué, elle fait un peu ce que fait Emmanuel Macron. Elle fait du en même temps. Je vais vous faire bondir en disant ça. Mais je ne crois plus qu'on puisse dire que c'est de l'extrême droite au sens où ça a pu l'être dans ce pays il y a longtemps. Je pense qu'en plus, on fait une erreur. Ça, c'est pour moi de mal nommer les choses et que ça radicalise depuis 30 ans les gens qui sont ces électeurs ou les électeurs de la droite, cette droite radicale ou cette droite nationale ou nationaliste. De la même manière que quand on parle d'extrême gauche, on produit le même résultat, même impact qui finalement vise
à stigmatiser des gens qui ont un problème. Il ne faut pas perdre de vue, je le disais tout à l'heure. Si vous prenez le vote extrême droite, entre guillemets, droite dure, droite radicale, gauche radicale, et vous prenez les abstentionnistes au premier tour de la présidentielle, on a 70% des Français. Donc il ne faut pas négliger comme que derrière ça, il y a des vrais gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas contents, qui souffrent, qui ont toutes sortes de difficultés. Ça ne veut pas dire que tous ces électeurs partagent ces valeurs-là. Mais je suis d'accord avec vous, mais bien sûr que non, mais ça ne veut pas non plus dire, qu'il faut lui faire porter tous les mots qui parfois on veut lui faire porter. Je pense qu'elle fait du en même temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui elle a effectivement des positions qui sont des positions nationalistes, mais elle fait. Mais attendez, que fait Macron ? Macron, il fait un coup à droite, il fait un coup à gauche. La politique est devenue plus malléable, parce que finalement, ce qu'il faut essayer, c'est de répondre aux problématiques des gens de la meilleure des façons possibles. Alors, qui le fait le mieux ? Bon, on a vu 5 années, on a vu 10 années de politique. On verra demain. Moi, je ne sais pas si elle fera mieux. Mon point, c'est pas ça. Mon point aujourd'hui, c'est de regarder la façon dont les candidats s'y prennent pour gouverner la France demain. Et je trouve que l'angle mort de cette présidentielle, une fois de plus, c'est comment on va gouverner, comment on va faire. Je prends l'exemple d'Emmanuel Macron qui décide effectivement de lancer sa réforme des retraites et qui fixe déjà les termes de la sortie du débat il y a 3 semaines. Ce sera 65 ans. Voilà. Mais pardon, il faut faire exactement le contraire. Il faut dire aux partenaires sociaux, écoutez, on va faire la grande réforme des retraites dont on a besoin. Moi, mes objectifs, c'est quoi ? C'est de faire un système qui soit plus juste, qui donne plus d'argent à ceux qui n'en ont pas assez, qu'on puisse éventuellement financer le 5e âge. Par contre, le comment on va le faire, on va se mettre sur la table. Voilà. Tout le monde. Et si on y arrive, à ce moment-là, on sera très content. Et si on n'y arrive pas, ce sera un échec collectif. Parce que moi, je ne veux pas préempter les termes du résultat de la négociation, parce que c'est trop important, parce que ça va trop nous engager. S'il faut que les entreprises fassent un effort, s'il faut que les salariés fassent un effort, s'il faut que tout le monde fasse un effort, on va essayer de le déterminer ensemble. Et après, on fabrique un consensus. Non, ça, c'est la bonne méthode. Oui. Et cette impasse-là, pour moi, elle est majeure dans tous les programmes politiques actuels. Vous avez raison, puisque la retraite, elle est financée par les salariés et par les entreprises. Donc ça serait quand même assez injuste de faire sans eux. Mais revenons à l'extrême droite et à la phrase d'Emmanuel Macron, très exacte, qui dit quand on a une constitution, il dit la volonté de Marine Le Pen de changer notre constitution sans en changer les règles est une folie. Malgré tous les efforts, le vrai visage de l'extrême droite revient. C'est un visage qui ne respecte pas les libertés, le cadre constitutionnel, l'indépendance de la presse et les libertés fondamentales, des droits durement et chèrement acquis qui sont au cœur de nos valeurs, etc., comme l'abolition de la peine de mort. Je ne sais pas si elle en a parlé d'ailleurs. Mais bien sûr qu'elle est d'extrême droite. D'abord, elle est associée avec tous les partis extrême droite européens. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Elle est dans cette consanguinité européenne de partis d'extrême droite. Le deuxième point, c'est quand on regarde, en tout cas, j'ai regardé un peu plus attentivement le programme économique, et vous avez raison, c'est un Frexit sous-jacent avec toutes les conséquences que ça peut peser sur notre économie. Fermeture des frontières, un populisme exacerbé sur la baisse de la TVA, qui va être impossible à mettre en œuvre. On a... on va dire, le point le plus caractéristique, c'est que avec qui elle va gouverner. On peut donner des noms, on peut regarder son entourage. Ils sont encore plus marqués qu'elle. S'il y a un côté Canada Dry où elle a essayé de faire du en même temps pour se donner une coloration politique plus douce, mais l'ensemble des gens avec qui elle pourrait gouverner. Oui, ils sont des stregnards. Jordan Bardella, quand vous l'écoutez, il n'est pas de gauche. David Rachline, quand vous l'écoutez, il n'est pas de gauche. Et à la fois dans leur passé, à la fois dans leurs attitudes, ce sont des comportements d'extrême droite. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, il ne me semble pas que l'on puisse condamner le mot extrême droite ou que l'on puisse interdire, on va dire, un parti politique qui se revendiquerait de l'extrême droite. Elle a compris que, d'un point de vue purement marketing, il fallait gommer, que c'était une façon de pouvoir tuer le père. Bon, elle l'a fait habilement dans sa campagne. Mais oui, elle reste d'extrême droite dans son ADN, dans ses attitudes, dans ses réflexions, dans ses références historiques. Voilà. Après, elle est une politique et elle essaye de faire du en même temps, ce qui permettra de pouvoir s'adresser à un électorat plus large. Nicolas Corato. Oui, moi je souscris à tout ce qui vient d'être dit. C'est pas parce qu'elle a cessé les outrances de son père et qu'elle a calmé ses soutiens ou caché un certain nombre de ses soutiens que les idées ne sont pas restées à peu près les mêmes. Donc un peu plus de progrès social entre guillemets, mais on a l'habitude à l'extrême droite aussi d'avoir une forme de fatras social, de mesures sociales. Quand on regarde l'histoire de l'extrême droite, ça a toujours été un mouvement qui s'est beaucoup préoccupé entre guillemets, en apparence du social, tout en faisant valoir les intérêts du patronat, parce qu'il y a aussi ça derrière l'extrême droite, il y a une forme de collusion avec les intérêts économiques. L'histoire... Alors là, je vous arrête. Mais là, vous dérapez. Non, je dérape pas, c'est historique. Mais c'est historique, je vous renvoie. Je vous renvoie à l'histoire, notamment l'histoire de France, mais vous verrez, on peut en parler. Les libéraux, et les patronaux, qui sont des libéraux, ils ont toujours combattu le corporatisme. Je pense que le
capitalisme français n'a pas fait complètement l'intégralité de son opération de vérité historique sur ce qui s'est passé le siècle dernier. Patronale, la façon dont elle se comporte sur le programme de Marine Le Pen. Mais je vous parle de l'histoire. Moi, je vous parle pas de l'actualité, bien entendu. Je ne me permettrai pas de dire que le patronat d'aujourd'hui est en collusion avec Marine Le Pen. Je dis simplement que la tradition historique de l'extrême droite a toujours été, à un moment ou à un autre, d'être en collusion avec c'était une autre époque, c'était avant la guerre. Il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Parce que vous avez en tête le mouvement poujadisme. Le poujadisme, c'est pas le patronat. Non, faites attention quand même. Parce que l'extrême droite n'a jamais été, je le dis, parce que l'extrême droite n'a jamais été du côté des travailleurs et du progrès social. Il ne faut pas se méprendre. Que quand aujourd'hui, non mais je prends un exemple là-dessus, c'est important. C'est important. L'extrême droite, c'est une droite extrême, mais c'est aussi la droite. Quand Marine Le Pen dit qu'elle est la candidate du pouvoir d'achat et qu'elle va augmenter les salaires, comment est-ce qu'elle les augmente les salaires ? Comment est-ce qu'elle augmente les salaires ? Elle augmente les salaires en supprimant une part des cotisations patronales. Mais il faut le dire aux salariés, ça. Que les cotisations patronales qu'on va leur supprimer, c'est du salaire qu'on leur supprime. Parce qu'on va en parler. Les hôpitaux, ils fonctionnent avec quoi ? La sécurité sociale, elle fonctionne avec quoi ? La retraite que vous voulez réformer, elle fonctionne avec quoi ? Avec des cotisations patronales. Donc quand vous augmentez les salaires en supprimant des cotisations patronales, d'une certaine manière, au final, vous supprimez du salaire. Donc il y a un moment où il faut dire les choses. Dans extrême droite, il y a extrême, mais il y a aussi droite. Deuxièmement, moi, ce qui caractérise le caractère d'extrême droite de Marine Le Pen, c'est la xénophobie. C'est un programme politique fondé sur la xénophobie. C'est-à-dire, je ne dis même pas le racisme, je dis simplement la peur de l'autre. Et j'en veux pour preuve, parce qu'il faut lire les programmes. Il faut lire les programmes de Marine Le Pen. Son projet de réforme constitutionnelle prévoit de réformer l'article 1 de la Constitution et d'y introduire une mesure qui permettrait au président de la République de prendre toute mesure en cas de modification de l'organisation et de la structuration du corps national, de l'identité nationale. Donc ça serait le président de la République demain qui choisirait ce qu'est la France, ce que sont les Français, et qui pourrait prendre des mesures pour y remédier si jamais la couleur de peau, la religion, l'identité géographique, la provenance ne serait pas tout à fait conforme à l'idée que ce président de la République aurait d'identité nationale. C'est un projet purement xénophobe, d'autres diront raciste. Je peux aller sur cette pente-là assez facilement, mais il faut le redire. À l'origine même de ce projet, de ce programme politique, c'est la xénophobie. Est-ce que l'épouvantail, entre guillemets, de l'extrême droite, aujourd'hui, a un sens? C'est autre chose. Je pense que ça marche. C'est autre chose. C'est autre chose. Parce que ces idées progressistes sont devenues quasiment majoritaires. C'est pour ça que c'est compliqué de lutter contre ces idées. Est-ce que c'est pas contre-productif que de dire, attention, le diable est là, etc., sans plus expliquer je pense que c'est pas ça l'argument contre Marine Le Pen, c'est pas de la qualifier d'extrême droite. Mais vous nous posez la question si elle l'est. Moi, je vous réponds qu'elle l'est. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur argument pour la combattre. Les meilleurs arguments, c'est ce dont parlait Thibault, c'est-à-dire que son programme économique, alors techniquement, je pense pas qu'il soit facile à appliquer, voire impossible à appliquer. Cibler des TVA comme ça au doigt mouillé, c'est quand même pas simple. Et puis surtout les conséquences que ça entraînerait sur l'économie française. Parce que imaginez la réaction des investisseurs potentiels d'autres pays au moment de venir en France sur les échanges. Donc, l'argument, c'est de dire attention, son programme social, en effet, il n'est pas si... il est quand même, d'une droite... d'une autre époque, et surtout les conséquences économiques de son programme seraient quand même assez désastreuses pour le pays. Donc ça, c'est plus efficace que simplement de dire attention, l'extrême droite et le fascisme est à nos portes. Là, je vous rejoins tous, parce que je pense que ce qui est important, et c'est une des premières fois où on le fait vraiment, parce qu'il y a peut-être aussi un programme sérieux et qu'elle est peut-être aux portes du pouvoir, qu'on commence à regarder et à non pas simplement mettre des mots qui stigmatisent ou qui écartent du jeu politique, mais à se poser les vraies questions de et si c'était mis en œuvre. Et je trouve très intéressant le développement que vous avez eu. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais après on est idée contre idée, programme contre programme, lecture contre lecture, interprétation contre interprétation. Après c'est subjectif, et après chacun mettra le bulletin qu'il pense mettre en responsabilité le 24 avril. Mais ça c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que malgré tout, je pense qu'on aurait intérêt, pour aller un peu plus loin dans la qualité de cette confrontation et la rendre audible, d'enlever dès le départ l'anathème d'extrême. Parce que je pense que quelque part, en faisant ça, finalement, non mais je suis sérieux, je parle en termes de perception, l'impact. À la base, vous mettez ça en avant, et de fait, celui qui pourrait vous écouter de manière raisonnable se dit bon, allez, c'est bon, de toute façon, il n'a rien compris, il veut stigmatiser, il est dans l'outrance. Et en commençant par une outrance, tout ce que vous direz derrière sera de la même eau. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a tort d'utiliser cet argument de manière massive. Il vaut mieux faire ce que vous avez fait après, c'est expliquer pourquoi vous pensez que c'est pas une bonne idée. Allez, petite pause pub et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite.
Les débats jusqu'à midi, on ne respecte pas forcément toujours l'ordre du jour, mais cette séquence à Strasbourg d'Emmanuel Macron face à une jeune femme voilée, je pense, va susciter un grand nombre de réactions. Écoutez cet échange. Est-ce que vous êtes féministe? Ah oui. Ah, ça c'est bon alors, monsieur. Merci pour le discours européen. Ce qui est beau. Je vous ai écouté. Non, ce qui est beau. Vous êtes féministe? Oui, moi je suis féministe. Vous êtes pour l'égalité femmes-hommes? Je suis pour l'égalité femmes-hommes. Je peux me permettre d'être indiscret? Oui. Vous portez un voile par choix ou vous c'est imposé? C'est par choix. Non, mais Totalement par choix, parce qu'il y a monsieur. les caméras. Non, je vous le dis parce que Totalement par choix, monsieur. avoir une jeune fille qui porte le voile à Strasbourg qui dit est-ce que vous êtes féministe? C'est la meilleure des réponses à toutes les bêtises que j'entends. Parce que de l'autre côté, il y a Madame Le Pen qui dit le vol sera interdit sur la place publique avec moi. Voilà. Donc, on sent qu'il y a un électorat à récupérer, évidemment. Est-ce que vous pensez, vous, de cette séquence ? Je pense que le président est dans l'empathie dans cette séquence. Je pense que là, vous y voyez un caractère extrêmement politique, calculé. Je pense que oui, mais d'un autre côté, il y a une relation qui s'instaure avec les Français. C'est extrêmement difficile. Il y a quelque chose de très fort dans, je pense, les interventions que l'on peut voir, un peu sorties de leur contexte. Et là, il est dans une phase d'empathie avec cette jeune qu'il a envie, on va dire, de lui laisser la capacité de s'exprimer. Alors, il y a quelque chose qui est un peu contradictoire. Il faut quand même le reconnaître, que je ne perçois pas. Mais je pense que c'est un excès d'empathie. Zora Bitan, qui milite et féministe et anti-voile, dit qu'est-ce que le féminisme religieux? C'est la condition de la femme selon des codes sociaux qui relèvent d'un livre saint dont les règles et les codes ne correspondent en rien à des codes ou des règles sociales laïques, républicaines et des sociétés modernes. La problématique, elle est très complexe. Personne ne la résoudra par une phrase ou même par une loi. Il y a d'un côté, effectivement, des femmes qui, malheureusement, subissent le port du voile et toute autre sorte de problèmes liés à leur clan, leur tribu, leur religion, leur quartier. Et d'un autre côté, qui, si elles ne portent pas le voile, ne peuvent même pas sortir de chez elles pour aller à l'université. Oui. Et donc, le fait de ne rien faire et de, si je puis dire, ou de faire l'apologie de tout ou de ne faire rien ou alors de vouloir interdire. Voilà. Donc, le sujet est un sujet de fond, un sujet de société, un sujet d'éducation. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut se méfier de ce type de sorties publiques qui sont très, on va dire, très partisanes. Parce que forcément, là encore, ça rajoute une ligne de clivage. Tous ceux qui se posent la question pour qui ils vont voter le 24 avril, en entendant le président faire quasiment l'apologie du port du voile, vont se dire raison de plus pour pas voter pour lui. Voilà, donc je trouve que c'est un sujet qu'on peut pas maîtriser comme ça et en faire un instrument de si je puis dire, de propagande ou de campagne électorale. C'est trop susceptible. Et le côté de Marine Le Pen aura évidemment un problème majeur parce que de dire je vais faire une loi pour interdire le port du voile dans l'espace public, je sais pas comment elle va le faire. Et à la limite qu'elle fasse la loi. Ça, on est dans un pays qui adore faire des lois qui sont jamais appliquées. Ce sera plus compliqué. Et comme on fait, et ça peut pas être une amende par jour sur chaque femme qui portera son voile et ça va devenir un symbole de provocation comme le masque à un moment donné et ça sera effectivement une outrance. Je trouve que dans ses réponses, Emmanuel Macron est toujours face aux Français, toujours un peu à côté de la plaque. Pardon. Non, mais quand il répond hier à cet aide-soignant, quand il répond à ces deux infirmières il y a 2 jours en disant vous n'êtes pas dans la vraie vie, c'est pas possible de dire ça. Oui. Quand il dit à l'aide-soignant il y a un truc qui tourne pas rond dans votre tête, c'est pas possible. Et là, quand il dit à cette femme vous êtes féministe, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du voile. Et vous voyez Valérie, je pense que d'abord on est sur des phases de communication politique. Depuis quelques jours, depuis le premier tour, le soir du premier tour, Emmanuel Macron est en retard par rapport à Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen qui pose le sujet, c'est elle qui hier ou avant-hier parle de l'interdiction du voile dans l'espace public entendu comme la rue, on va dire ça comme ça. Et à chaque fois il répond à Marine Le Pen sur ce sujet et sur d'autres quand il est au contact des Français. Donc il a choisi finalement cette façon de faire. Il ne va pas sur un plateau télé, il ne va pas sur une émission radio pour répondre à Marine Le Pen, mais je remarque que depuis quelque temps, il est en retard sur Marine Le Pen, c'est-à-dire que c'est lui qui répond au sujet que pose Marine Le Pen sur la table, et il le fait délibérément, j'imagine, au contact des Français. Ça, c'est sur la forme, et ça pose une difficulté sur la manière dont Emmanuel Macron fait sa campagne. Sur le fond, est-ce qu'on peut être voilé et féministe? Est-ce qu'on peut être catholique et féministe? Est-ce qu'on peut être juif et féministe? Est-ce qu'on peut être libre penseur et féministe? Je rappelle, par exemple, dans ce pays, le Grand Orient de France, qui est une des principales loges maçonniques, qui historiquement a contribué à la rédaction de la loi de 1905, ne s'est ouverte aux femmes qu'en 2010. Donc je veux dire, le problème du féminisme avec les modes de pensée, qu'ils soient religieux, confessionnels ou autres, c'est pas nouveau et ça ne se limite pas au port d'un tissu.
et que ce sujet philosophique, je pense qu'on devrait l'aborder de manière un peu plus large, avec un peu plus de hauteur, et peut-être laisser à ces jeunes femmes le droit de dire qu'elles ont aussi une liberté de conscience qui peut peut-être dépasser leur propre engagement religieux ou leur propre confession. Après tout, on pourrait leur donner ce quitus-là, et pas nécessairement les considérer toujours avec cette sorte de méfiance qui ferait d'elles des femmes soumises. Moi, je pense qu'on peut avoir un engagement religieux politique et puis penser par soi-même. Ça arrive aussi. Oui, enfin, sauf qu'il y a une poussée de l'islam politique et que ça passe par que ça passe par les femmes et que le voile est un de ces instruments. Enfin, vous pouvez pas, pouvez pas nier. Il manque une question dans l'interpellation d'Emmanuel Macron. Finalement, en effet, c'est la bonne question. Pascal Jalabert. Oui, c'est la bonne question de lui demander de lui demander si elle porte ce voile par choix. Mais il aurait fallu peut-être. Elle va lui répondre non, mon mari m'enferme si je mets pas le voile. Quelle question stupide. Mais la question n'est pas très adéquate. Je termine ma démonstration. La bonne question, ça aurait été de dire, Madame, partagez-vous les valeurs laïques de la République française? N'oublions pas que nous sommes quand même dans une République laïque. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu notre culture, notre spécificité. Laïcité, ça pourrait même être le 4e mot de la devise. Hein. Donc voilà, la question de fond, elle est là. Qu'on porte le voile ou quoi, bon, de toute façon, on ne peut pas l'interdire, on ne peut pas l'appliquer, donc c'est réglé, voilà. Mais c'est, partagez-vous les valeurs de la laïcité, les valeurs de laïcité qui sont celles de la République. Oui, il n'y a pas eu de réponse. Non, il n'y a pas eu la question. Il a évité la question parce que la réponse aurait été beaucoup plus risquée. Mais je trouve que c'est un peu des gros sabots quand même, tout de même. Bon, je ne serais pas d'accord avec Thibault Langsade, mais je ne sais pas s'il va pas si ce contact avec les Français va pas être pire pour lui qu'autre chose. Il ne faut pas croire que tout soit parfaitement bien maîtrisé. Il y a un moment où l'humain parle, il y a un moment où il veut être en empathie, il y a un moment où il veut essayer de comprendre. Ça veut dire qu'il n'y arrive pas. Non, ça veut dire que c'est sa personnalité qui ressort, c'est sa capacité à parler vrai, à exprimer les choses. On peut contrôler beaucoup de choses, on peut avoir une dynamique politique très forte, et puis de temps en temps, le cœur peut parler, si je peux exprimer ainsi. Et je pense que dans cette situation, il a envie d'établir une communication, il sait qu'il y a une pression, mais sur le fond, moi je ne comprends pas la formule. Ouais. Mais je reviens à ce que je disais en début de cette émission. C'est pour ça qu'il me semble que des débats du format de type Face à Baba ou Élysée 2022, etc., avec des journalistes et puis avec des citoyens, où là on est plus posé pour justement éviter ce type d'interpellation à chaud. Parce que je me mets à la place du président, il fait 11 heures de séquence façon salon de l'agriculture avec des gens qui l'interpellent dans tous les sens, la voiture, la sécurité, les gens partout. C'est sûr qu'à un moment donné, il peut avoir des dérapages. Et les dérapages, ils sont involontaires, ou alors il n'a pas bien réfléchi, ou alors il n'a pas compris la question, ou alors il a été trop vite dans sa réponse. C'est peut-être pas inhumain de se planter sur 11 heures de séquence, sauf que c'est ce qu'on va retenir. Et donc, quelque part, les vrais débats, les meilleures expositions sont peut-être plus favorables pour aller au fond parce que là, on va avoir sur des petites phrases, on n'a que des petites phrases. On va faire des opinions en disant, c'est un con, c'est pas satisfaisant. Les Républicains, implosion finale, il nous reste 2 minutes pour traiter ce sujet. Thibault Langsade. On savait que c'était extrêmement compliqué. Soit elle appelait à voter Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, et elle contentait qu'une partie, soit elle s'abstenait, c'était incompréhensible, soit elle appelait voter Marine Le Pen, et là évidemment c'était la catastrophe. Donc elle était dans une équation dont elle ne pouvait pas sortir. La fin était prévue, on l'a tous, on va dire, anticipé, et donc maintenant le parti peut se reconstruire, je ne sais pas sur quoi, avec une bonne partie des parlementaires, des élus qui vont être obligés de se rabattre, à la fois par idéologie sur le grand rassemblement que propose Macron, et puis pour d'autres par pure opportunité politique, politicienne, pour pouvoir se faire réélire à l'approche des législatives. On savait que ça allait se terminer comme ça. Oui, avec Nicolas Sarkozy qui soutenait Emmanuel Macron. Mais Nicolas Sarkozy, il le soutient depuis le départ, Emmanuel Macron, en ne se prenant pas parti par Valérie Pécresse. Je suis étonné qu'on en parle aujourd'hui comme un phénomène sur le fait qu'il apporte son soutien. Alors, Pascal Jalabert. Oui, très clairement, Emmanuel Macron, le fait de ne pas soutenir Nicolas Sarkozy, le fait de ne pas soutenir Valérie Pécresse, ça voulait dire qu'il soutenait Macron. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Valérie Pécresse, elle était contrainte de faire un en même temps entre une politique qu'a déjà menée Macron, alors que la droite ne l'avait pas quand même mené avant, sur certaines réformes, et du en même temps avec le discours d'Éric Ciotti, qui à l'origine n'est pas le sien. Donc du coup, elle se retrouvait dans un espace qui au lieu de s'ouvrir, se refermait, et fatalement ça devait arriver. Ensuite, elle n'a pas été aidée, et pas seulement par Nicolas Sarkozy. Non, ça c'est sûr. Sur la suite des LR.
C'est la trajectoire Parti Socialiste, hein, c'est-à-dire que ça leur arrive 5 ans plus tard. Ils n'ont pas du tout fait ce qu'il fallait pour avoir une existence dans cette campagne. Ils ont raté toutes les portes, si je puis dire, du slalom qui les menait jusqu'à la présidentielle depuis 2 ans. Donc de fait, ils ont fait une primaire qui était une primaire de perdants. On avait annoncé que ce serait une catastrophe, ça s'est révélé comme étant une catastrophe. Voilà, donc malheureusement c'est triste parce que ça disloque un peu plus la vie politique et que la reconstruction, on ne sait pas trop à quoi elle va ressembler. Il leur reste un réseau d'élus locaux quand même. Oui, mais ça ne va pas suffire. Non. Je vois Nicolas Corato concerné. Non, en un mot, Emmanuel Macron en 2017 a détruit la gauche, en 2022 il détruit la droite. La question c'est qu'aura-t-il construit ? Ouais. Eh bien la réponse un peu plus tard. Merci à tous les 4. Dans un instant André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio.